Je commence par vous dire qu'il y a une base de données dans ma ville natale des appels locaux au 911. J'aime écouter ces appels de temps en temps, généralement lorsque je travaille ou fais des tâches ménagères ou autres. Ils satisfont ma curiosité morbide sur ce qui se passe dans cette ville. La plupart du temps, ce sont des plaintes ridicules faites par des personnes râleuses, des plaintes pour bruit, quelqu'un qui tire des feux d'artifice, ou j'ai vu une silhouette mystérieuse entrer par la porte d'entrée d'une maison. Quelqu'un entrant dans sa maison avec un sweat à capuche noire ne les rend pas dangereux, Karen. D'autres fois, c'est simplement hilarant. Il y a des gens qui appellent parce qu'ils ont perdu leurs chaussures dans une rivière ou parce que le derrière de quelqu'un est resté coincé dans un toboggan aquatique dans une piscine municipale ou parce qu'ils ont vu un groupe de ratons laveurs voler de la nourriture. Vous savez, ce genre de bêtises. Cependant, il y a un appel qui a été archivé il y a des années, vers 2017, et qui était étrange. Je vais laisser l'appel parler de lui-même. J'ai trouvé quelques contextes supplémentaires pour l'accompagner, je vais aussi les inclure. Voici une transcription d'un appel au 911 depuis la résidence de Mary située dans l'Iowa. L'appel est arrivé à 20h43 et les intervenants ont été envoyés en 58 secondes. Ils sont arrivés sur les lieux à 20h56. Oui, bonjour, je vois quelque chose. Quelqu'un dehors. Qui voyez-vous, madame? Il y a quelqu'un dehors, je crois, juste debout. Il est là depuis longtemps, à l'aide. Dispatcher. Madame, pouvez-vous me dire ce que vous voyez? Avez-vous des détails? Bruit inaudible. On entend une respiration et un léger mouvement. Madame, je ne vous comprends pas bien. Oui, désolé. Je regarde dehors. C'est un peu difficile à voir, on dirait presque un mannequin, si cela a du sens. Il est juste là, il ne bouge pas beaucoup. Il semble nu, mais il fait sombre et je ne peux pas bien le distinguer. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un ici. Ne vous inquiétez pas, madame. Nous allons envoyer quelqu'un pour vous. Quel est votre nom? Je m'appelle Mary, j'ai 17 ans. Je suis chez ma mère, mais elle travaille tard ce soir. Elle ne rentrera pas avant 11 heures. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un. D'accord, ma chère, ne t'inquiète pas. Nous avons déjà envoyé un couple d'agents à votre adresse. Ils devraient arriver bientôt. S'il vous plaît, dites-leur de se dépêcher. Ce type me fait très peur. L'homme fait-il autre chose à part rester là? Non, il est là depuis 5 minutes maintenant. Les portes de ta maison sont-elles verrouillées? Oui, elles le sont. Laissez-moi vérifier à nouveau. On entend des bruits de mouvement dans la maison. Je suis là. Les policiers arriveront bientôt, d'accord? Madame, êtes-vous là? Tout va bien? Il a bougé. Madame, s'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe. Le type dehors s'est rapproché de ma maison. Il est debout à ma fenêtre du premier étage, à l'aide. Ne t'inquiète pas, ma chère, les policiers ne devraient plus tarder. Es-tu dans une pièce fermée? Oui, je suis dans ma chambre. Ma porte est fermée, j'ai bloqué la porte avec ma table de chevet. Bien, reste loin de la fenêtre et si tu as un placard, mets-toi dedans jusqu'à ce que les policiers arrivent. D'accord, je peux faire ça. Mon Dieu. Madame, êtes-vous dans le placard? Je ne peux pas voir son visage, il est comme flou, tout son corps est flou. Madame, attendez dans un endroit sûr jusqu'à ce que les policiers arrivent. Merde, je vais mourir, je le sais, je vais mourir. D'accord, ma chère, ils arrivent bientôt. Attends 1 minute. Il est parti, il n'est plus là. Ne t'inquiète pas, les policiers sont à un pâté de maison. Les lumières de ma maison se sont éteintes. D'accord, tiens bon, ils sont presque là, ça va? Non, je regarde dehors et je ne vois rien. Il fait sombre. Y a-t-il une panne de courant dans le quartier? As-tu une lampe de poche ou la lumière de ton téléphone que tu peux utiliser? Oui, j'ai. On entend un bourdonnement pendant environ 10 secondes dans la transmission, mais on n'entend ni la personne qui appelle, ni le dispatcher pendant ce temps. Entendez-vous ça? C'est tellement fort. Madame, j'ai bien peur de ne rien entendre. C'est comme un essaim de sauterelles. C'est tellement fort. Ça vient de dehors. Que se passe-t-il? D'accord, ma chère. Les policiers sont là. Tu devrais être en sécurité pour sortir maintenant. Je ne vois pas de lumière de la police. Je ne vois, mon Dieu Seigneur. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi ce que vous voyez. Bruit inaudible. On entend une légère respiration. Madame, y a-t-il des agents à votre adresse? Il n'y en a plus dehors. Madame, pouvez-vous préciser?
Il y en a plus. Il y en a environ 20 dehors. À l'aide. Où sont les policiers? D'un ton plus bas, le dispatcher s'éloigne du micro. Que voulez-vous dire par ils ne sont pas là? Vous ne voyez rien sur la propriété? Avez-vous la bonne adresse? Madame, les agents sont-ils à votre adresse? Voyez-vous des agents? Je ne vois aucun policier. Je ne vois que les personnes dehors. Ils ne bougent pas. Ils regardent juste ma maison. Il fait tellement sombre et le bourdonnement devient plus fort. Ils sont tellement nombreux. Je ne sais pas ce qui se passe. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Madame. On entend un bourdonnement supplémentaire pendant 13 minutes. Cependant, le dispatcher n'a pas entendu le bourdonnement lorsqu'il parlait avec Mary. Les agents n'ont signalé avoir vu personne sur les lieux. La chambre de Mary était vide, sans trace d'elle ou de son téléphone depuis lequel elle a fait l'appel. Sa mère est interrogée pour obtenir toute information supplémentaire sur la disparition de Mary. C'est une sorte de blague dans mon bureau que je reçois toujours les appels les plus étranges, et c'est vrai. L'un des plus intéressants fut celui d'un type ivre qui voulait appeler la police pour porter plainte contre le bruit de sa propre fête. Bien que certains de mes appels soient assez étranges, ils sont généralement assez calmes. J'ai eu de la chance car je n'ai pas eu beaucoup d'histoires perturbantes ou tristes à raconter au cours de mes années en tant qu'opérateur du 911. Si vous cherchez quelque chose de ce genre, je peux vous indiquer plusieurs de mes collègues car malheureusement, il n'y a pas de pénurie de ces histoires dans cette industrie. L'appel qui me reste particulièrement en mémoire est celui que j'ai reçu il y a 1 ou 2 ans. Je peux honnêtement dire que c'était l'une des expériences les plus effrayantes de toute ma vie, et je pense qu'elle restera avec moi pour toujours. Ce jour-là, l'après-midi avait été assez calme. Je sais que cela peut sembler un peu insensible, mais si vous ne répondez pas à un appel, ce travail peut devenir assez ennuyeux. Je devais couvrir le quart de travail d'un ami, et je ne m'attendais pas à ce que les choses deviennent plus intéressantes. Je comptais les minutes jusqu'à la fin de mon service quand un appel est arrivé sur ma ligne. J'ai mis les écouteurs et suivi le script habituel. 911, quelle est votre urgence? Je crois qu'il y a quelqu'un dans ma maison. La voix ressemblait à celle d'une petite fille. Mon cœur s'est serré. Les appels des enfants étaient toujours les pires. Nous sommes formés pour obtenir autant d'informations que possible de chaque appel. Cela facilite la compréhension de la situation et détermine quel service d'urgence nous devons envoyer. Comment t'appelles-tu, ma chérie? Je garde ma voix calme et joyeuse. Pas besoin de les effrayer plus qu'ils ne le sont déjà. Elisabeth, dit-elle doucement. Je crois qu'elle pleurait. C'est un très joli nom. Le mien est Amélia. Bien que cela ne se voyait pas, je commençais à devenir nerveuse. C'est très important. Peux-tu me dire ce qui se passe en ce moment? La ligne est restée silencieuse un moment, mais ensuite Elisabeth a commencé à parler. Je crois qu'il y a quelqu'un dans ma maison. Où sont tes parents? Ai-je demandé. Ils ne sont pas à la maison, je ne sais pas où ils sont. Je me suis senti assez en colère en entendant cela. Quel genre de parents laissent une petite fille seule à la maison si tard dans la nuit? Y a-t-il quelqu'un d'autre avec toi? Oui, je crois qu'il me cherche. Elisabeth a commencé à dire, mais sa voix s'est arrêtée brusquement à la fin de sa phrase. Si ce n'était pour sa respiration tremblante, j'aurais pensé qu'elle ou quiconque était là avait raccroché. Ils ont dit mon nom. Elle pleurait définitivement maintenant. Où es-tu en ce moment? J'ai entendu une porte se fermer. Dans le placard de mes parents. Elle a parlé un peu plus fort maintenant, pensant probablement que l'intrus ne pouvait pas l'entendre de là. J'espérais qu'elle avait raison. J'étais contente qu'elle sache se cacher. Beaucoup d'enfants se figent dans des situations dangereuses comme celle-ci, surtout lorsque leurs parents ou leurs frères et sœurs plus âgés ne sont pas là. J'ai demandé son adresse, qu'elle m'a donnée, mais pour des raisons de confidentialité, je dirais seulement que la maison d'Elisabeth était dans un quartier assez agréable de ma région et pas très loin du poste de police, ce qui était très utile. Elisabeth, concentre-toi sur ma voix. J'ai besoin que tu essaies de te détendre. J'envoie la police chez toi en ce moment. Ils devraient arriver dans environ 5 minutes. Peux-tu tenir jusque-là? Bien que d'habitude j'obtienne un peu plus d'informations sur l'intrus, je préfère toujours pécher par excès de prudence lorsque des enfants appellent le 911. Je préfère envoyer quelqu'un pour une fausse alarme que de risquer leur sécurité. Elisabeth n'a pas répondu à ma question et a pris plus de temps que je ne me sentais à l'aise pour répondre. Quand elle l'a fait,
ce n'était qu'un mot. Écoute. J'ai entendu le grincement du téléphone alors qu'elle l'éloignait de son oreille et le tenait devant elle. Au début, je n'ai rien entendu, mais en me concentrant sur le bruit de fond, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de chuchotements. Je ne pouvais pas distinguer ce qu'il disait, mais cela sonnait définitivement comme venant de plusieurs personnes. J'espérais que la police arriverait à temps. Autant que j'aide les gens dans mon travail et autant de vies que j'ai sauvées, c'est toujours frustrant de ne rien pouvoir faire d'autre qu'attendre et parler. La voix d'Elisabeth est sortie en sanglots étouffés. « Ils montent ici. S'il vous plaît, aidez-moi. La police est presque là. J'ai besoin que tu restes silencieuse pour qu'ils ne t'entendent pas. Tu vas bien aller, ma chérie, je te le promets. » Elle semblait se calmer un peu. Tout est resté silencieux un moment, sauf les chuchotements, qui étaient maintenant beaucoup plus forts. Je ne savais toujours pas ce qu'ils disaient, mais j'étais certaine qu'ils venaient de plusieurs personnes. Je pouvais distinguer au moins 3 voix différentes. Quand j'ai entendu une porte grincer à travers le téléphone, mon cœur a fait un bond. Elisabeth a crié et j'ai su que les intrus l'avaient retrouvée. J'avais tellement peur pour elle et j'espérais désespérément que quelqu'un serait là pour l'aider bientôt. « Es-tu bien ? J'ai besoin que tu me dises ce qui se passe. » J'essayais et échouais à empêcher ma voix de trembler. Je ne pouvais pas lui faire savoir que j'étais effrayé. « Il y a un homme, » Elisabeth a chuchoté. « Il a des jambes très longues et un grand sourire. » Mon imagination s'emballait. J'imaginais cette pauvre fille seule dans le placard, tandis qu'un homme incroyablement grand se tenait au-dessus d'elle. J'ai entendu une autre voix venant de quelque part dans la maison et quelqu'un criait « Police !» Dieu merci. Je pouvais entendre Elisabeth pleurer tandis que les chuchotements s'intensifiaient. Je ne comprenais toujours pas comment elle n'avait vu qu'une seule personne. Il devait y en avoir plus de 4. Il ne touche pas le sol. La ligne s'est coupée. J'ai tenté frénétiquement de rétablir la connexion, mais peu importe combien de fois j'essayais, je ne rencontrais que le silence de l'autre côté. J'aimerais conclure ce message pour tous les parents qui lisent ceci. S'il vous plaît, ne laissez pas vos jeunes enfants seuls à la maison. Je n'ai rien entendu sur Elisabeth ou sa famille au cours des années qui ont suivi cet événement. La police n'a trouvé que le téléphone. Je suis opérateur du 911 depuis environ 3 ans. Je ne sais pas comment ma vie m'a finalement conduit à travailler dans ce domaine, mais d'une manière ou d'une autre, cela s'est produit. Comme vous pouvez probablement l'imaginer, ce n'est pas le meilleur travail. Le salaire n'est pas bon du tout, et il ne vaut certainement pas les montagnes russes émotionnelles qui viennent avec. Je ne peux pas vous dire combien de nuits sans sommeil j'ai eues à cause de ce que je dois entendre de l'autre côté de la ligne. La plupart des appels ne sont pas si mauvais, ce sont principalement des disputes domestiques mineures et des rapports de vol à main armée. Mais, à de rares occasions, je reçois un appel perturbant qui décrit une scène de meurtre ou quelque chose du genre. Les appels avec des enfants étaient parmi les pires, mais un se distingue et s'est produit il y a seulement quelques semaines. Je vis dans une petite ville, donc le crime n'est pas le plus grand problème, mais je suppose que c'est pour cela que chaque fois que je reçois un appel concernant un meurtre ou un crime effrayant, cela m'affecte plus émotionnellement. Tous les appels m'atteignent, mais pas autant que les plus sérieux. Je ne dis pas que seuls certains sont sérieux et d'autres non, mais vous comprenez le point. Il y a quelques nuits, j'ai reçu un appel vers 11h30 du soir. Je ne travaille pas habituellement pendant la nuit, mais un de mes collègues était malade. Alors je me suis proposé de faire un double quart, car mon patron me paierait des heures supplémentaires si je le faisais. J'étais assis à mon bureau, rêvassant de tout et de rien, quand j'ai reçu l'appel. Je me suis préparé et j'ai répondu « 911, quelle est votre urgence ? Oh mon Dieu, aidez-moi s'il vous plaît, arrêtez là. » Cela m'a complètement surpris que l'appelant crie au téléphone et cela m'a immédiatement mis en alerte. L'appelant était un homme, comme je pouvais le déduire par la profondeur de sa voix. Je savais déjà que ce n'était pas un appel de routine et j'ai essayé de le calmer immédiatement pour savoir où il se trouvait et envoyer la police, les pompiers ou les ambulanciers à son emplacement. « Monsieur, calmez-vous, j'ai besoin que vous me disiez où vous êtes. 612 rue Yorker, s'il vous plaît, envoyez quelqu'un. J'ai un intrus et elle essaie de me tuer. La rue Yorker se trouvait près du bord de la ville, donc il faudrait au moins 10 minutes à la police pour y arriver. Je devais obtenir les informations de l'appelant pour informer les agents en route de ceux qu'ils allaient affronter si les choses s'intensifiaient. La police est en route, êtes-vous blessé ? Non, mais elle veut me faire du mal.
Elle détruit tout dans la maison et crie comme une folle. À travers le téléphone, je pouvais entendre les cris étouffés d'une petite fille. Il était maintenant évident que l'intrus était à l'intérieur de la maison. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la maison à part vous et l'intrus? Non, j'étais seul avant qu'elle n'entre. D'accord, j'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement. Enfermez-vous dans une pièce et cachez-vous. Restez en ligne avec moi. Je suis déjà enfermé dans la chambre et caché sous le lit. Bien, dites-moi ce qui s'est passé. Je ne sais pas, je me suis réveillé et j'ai entendu des bruits dans le salon. Je me suis levé et je suis allé voir et il y avait une petite fille là, fouillant dans l'un des placards. J'ai essayé de retourner rapidement dans ma chambre et d'appeler à l'aide, mais dès que j'ai bougé, elle m'a remarqué. Dès qu'elle m'a vu, elle a crié si fort et s'est précipitée vers moi. J'ai couru de retour dans ma chambre et j'ai claqué la porte. Je l'ai verrouillée. Est-elle près de la chambre? Je ne le crois pas. Nous avons tous les deux entendu un coup fort et l'homme a poussé un cri de peur. Oh mon Dieu, elle frappe maintenant à la porte. À travers le téléphone, je pouvais entendre des coups rythmiques sur le bois. Je savais maintenant que la situation devenait grave. La plupart des intrus, s'ils sont découverts par les occupants de la maison, essaient habituellement de fuir. Cet intrus ne s'était pas enfui après avoir été vu, il essayait maintenant de tuer. S'il vous plaît, dites à la police de se dépêcher, je pense qu'elle va casser la porte. Ils sont déjà en route, ils arriveront bientôt. J'ai prié pour qu'ils arrivent. Pouvez-vous décrire la petite fille pour moi? Oui, je peux essayer. Je commençais déjà à paniquer pour l'appelant. Je ne pouvais pas imaginer à quel point toute la situation serait terrifiante, mais la description que l'appelant m'a donnée était effrayante. Elle ressemble à une petite fille. Ce n'est pas une adulte, cela je le sais avec certitude. Elle semble avoir au moins 7 ou 8 ans. Elle portait une petite jupe et avait des taches sombres. Ses cheveux étaient foncés et lui arrivaient aux épaules. Son cou était bizarre, sa tête pendait de son cou, mais ses yeux... Dieu, ses yeux n'étaient pas là, les orbites semblèrent vides. Je devenais de plus en plus horrifié à mesure qu'il la décrivait. Ce n'était plus le voleur typique. Aucune petite fille ne s'introduit dans les maisons en pleine nuit avec l'intention de tuer. Cette fille ne semblait même pas humaine, pas selon la description de l'appelant. 5 minutes s'étaient écoulées et j'ai prié pour que la police arrive bientôt. L'homme pleurait à ce stade et devenait de plus en plus nerveux à chaque seconde qui passait. Savez-vous pourquoi cette petite fille pourrait s'être introduite dans votre maison? Je ne sais pas. Puis il s'est arrêté quelques secondes avant de continuer. Elle a arrêté de frapper à la porte. J'ai écouté et il n'y avait rien. Aucun bruit à part la respiration agitée de l'appelant. D'accord, reste très silencieux pour moi. Reste où tu es. Si cela semble qu'elle quitte ta maison, s'il te plaît, dis-le-moi. Eh bien, maintenant que tu le mentionnes, ce n'est pas ma maison. Pardon? Il n'a même pas pu finir ce qu'il allait dire. Dès qu'il a parlé, j'ai entendu un fracas massif et l'homme a crié. J'ai entendu les cris déchirants de l'homme et de l'intrus et la ligne s'est coupée. Je suis resté assis à mon bureau, gelé et silencieux pendant quelques bonnes minutes. Puis je me suis effondré et un de mes collègues répartiteurs, qui avait écouté ma conversation tout en étant à son bureau, est venu immédiatement et m'a réconforté. Je lui ai raconté ce qui venait de se passer et son visage est devenu pâle comme la neige. Il était horrifié. Il devait être reconnaissant cependant de ne pas avoir eu à l'entendre de première main. La police est arrivée peu de temps après. Je voulais savoir ce qui se passait dès que possible. Heureusement, j'ai un ami dans la force qui m'a raconté ce qu'il et les autres agents ont découvert. Voici ce qu'il m'a dit le lendemain. La maison ne montrait aucun signe d'entrée forcée, il n'y avait pas de fenêtre brisée et la porte d'entrée et celle de derrière étaient fermées et sécurisées. Lui et les autres agents sur les lieux étaient perplexes car ils ne pouvaient pas comprendre comment l'intrus était entré. Cela signifiait que l'intrus avait été laissé entrer volontairement, ce que l'appelant ne m'avait pas dit, ou que l'intrus était déjà dans la maison quand l'appelant est arrivé dans la maison qui n'était même pas la sienne. Néanmoins, la police a finalement réussi à forcer une fenêtre et à entrer pour vérifier l'appelant. La maison était en désordre. Tout, des cadres photos au verre et même le réfrigérateur, étaient détruits. C'était comme si une équipe de démolition s'était amusée dans cette maison. La porte de la chambre était arrachée de ses gonds, la porte était en morceaux et il y avait des éclats de bois partout. Si les policiers n'étaient pas déjà effrayés à ce stade, ils commencèrent juste à l'être. Mon ami m'a dit qu'un joueur de football américain n'aurait même pas pu causer autant de dégâts à la porte d'un seul coup,
et encore moins une petite fille. J'étais déjà nerveux, mais cela a empiré beaucoup, beaucoup plus quand ils ont finalement trouvé l'appelant. L'homme a été trouvé dans la salle de bain attenante à la chambre où il se cachait. C'était effrayant, mais il y avait du sang partout, la plupart coulant à travers les trous dans son abdomen. Cependant, il y avait aussi du sang sur les murs de la chambre et au plafond. Il lui manquait aussi les yeux. Mon ami a dit que quelques agents de police se sont évanouis ou ont vomi sous le choc pur après avoir vu l'atrocité horrible qui était arrivée à l'homme. J'étais déjà horrifié par ce que j'avais entendu. L'homme était mort d'une manière très violente et cet intrus était toujours là dehors. Mais ensuite, mon ami m'a dit quelque chose qui rendait ce cas encore plus effrayant qu'il ne l'était déjà. En fouillant la maison, un des agents a trouvé un mur mal placé près de la cuisine. Le mur semblait artificiel. Il était relié à un autre mur, mais ne mesurait qu'1,20 m de haut et ne semblait avoir aucun but. C'était presque comme une barrière pour la cuisine, bien qu'il y ait une ouverture juste à côté. Les agents ont frappé légèrement. Non seulement c'était creux, mais quand l'agent a frappé, un petit trou s'est ouvert. Il a frappé assez doucement, mais le mur était si faible que c'était suffisant pour le pénétrer. L'agent a éclairé l'intérieur avec sa lampe de poche et a vu une couverture sur le sol, mais ce qui a attiré son attention n'était pas la couverture elle-même, mais une bosse en dessous. Il a appelé un autre agent pour qu'il vienne, et ensemble, ils ont brisé le reste du mur. Ils ont inspecté la couverture et un des agents l'a légèrement déplacée. Ce qu'ils ont trouvé était presque aussi perturbant que l'appelant mort. C'était le corps d'une petite fille. Ils ont immédiatement sécurisé la zone et les techniciens de la scène de crime sont arrivés pour enquêter. Après un certain temps, le médecin légiste est arrivé et a emporté les 2 corps à la morgue. Quelques jours plus tard, plus de détails sur l'affaire ont été révélés. J'étais anxieux de savoir ce que le médecin légiste et la police avaient découvert, et mon ami m'a appelé pour me raconter le reste de l'histoire dès qu'il l'a su. L'appelant était mort, et je cite les mots exacts de mon ami, de perte de sang due à des éviscérations. Ses yeux n'ont jamais été retrouvés. La petite fille a été identifiée comme Taylor Wellington, une fillette de 9 ans qui avait disparu il y a un peu plus de 2 ans. Elle avait disparu d'une aire de jeu locale et avait été vue pour la dernière fois portant une jupe à pois. Je n'y ai pas beaucoup pensé jusqu'à ce que je trouve l'affiche de personne disparue avec sa photo. C'était une petite fille mignonne avec des cheveux noirs qui lui arrivaient aux épaules. En regardant sa photo, je ne pouvais m'empêcher de penser à la jupe qu'elle portait quand elle a été vue pour la dernière fois. Je sentais que je manquais quelque chose, et puis je me suis rappelé, et j'ai presque failli m'évanouir en me souvenant de ce que l'appelant m'avait dit. Elle portait une petite jupe et avait des taches sombres. Ses cheveux étaient foncés et lui arrivaient aux épaules. Apparemment, le médecin légiste a déterminé qu'elle n'était pas morte depuis si longtemps. Selon lui, elle semblait être morte depuis 1 mois tout au plus. Bien qu'il n'ait pas pu déterminer exactement la cause de la mort, son cou était cassé, et ce n'était pas post-mortem. Je l'ai dit à mon ami quand j'ai parlé avec lui à l'origine que l'appelant avait dit qu'il n'était pas dans sa maison. Il a fait quelques recherches et m'a informé presque en même temps que les autres détails ont été publiés. La maison appartenait à un homme nommé Travis Quinsley, qui avait récemment été signalé comme disparu. Apparemment, il avait dit à sa famille qu'il partait en voyage au Canada, car il avait quelques amis là-bas, avec qui il allait passer une semaine entre garçons. Cependant, il n'est pas revenu quand il était censé le faire. Pendant ce temps, sa famille prenait des tours pour s'occuper de la maison. Son frère Colby était l'appelant. Je savais à quoi il ressemblait, car sa photo avait été montrée aux nouvelles quelques fois depuis que son corps a été identifié avec celui de la fillette disparue. C'était un jeune homme avec des cheveux roux lisses et une corpulence décente. Après avoir parlé avec mon ami, j'ai cherché une photo de CE à quoi ressemblait Travis. S'il était porté disparu, je voulais au moins avoir une image de son visage que je pouvais garder dans un coin de mon esprit. Mon cœur s'est serré quand j'ai vu la photo de lui avec son frère sur l'un des comptes de réseaux sociaux. La légende disait « de retour avec le jumeau ». Ils se ressemblaient exactement. Je suis arrivé au centre d'appel du 911 vers 6 heures du matin pour échanger les tours avec mon collègue. J'étais épuisé et encore secoué par l'appel de la veille. Je ne pouvais pas me sortir de la tête l'image de Colby criant à l'aide et l'horreur qu'il devait avoir ressentie. Et cette petite fille, Taylor, comment sa vie avait pris fin de manière si tragique et perturbante. Mon patron s'est approché de moi, remarquant ma pâleur et mon inquiétude, et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai tout expliqué ce qui s'était passé, en essayant de garder mon calme. Il m'a écouté patiemment et m'a donné la journée pour que je puisse me reposer et traiter tout ce qui s'était passé.
Je ne savais pas comment j'allais faire face à tout cela, mais je savais que je devais le faire, à la fois pour moi et pour les victimes. Depuis cette nuit, j'ai des cauchemars récurrents. Je ne peux pas arrêter de penser à Colby, à ses cris, au monstre qu'il a décrit, et à la fillette disparue retrouvée dans des conditions si effrayantes. L'idée que quelqu'un ou quelque chose d'aussi malveillant puisse encore être en liberté me remplit de peur. Je ne pouvais secouer le sentiment qu'il y avait plus dans cette histoire, quelque chose que je ne comprenais pas encore complètement. Je suis arrivé au centre d'appel du 911 vers 9 h du matin pour échanger de tours avec mon ami Kaden, qui travaillait de nuit. « Merci mon Dieu », a-t-il ri en entrant par la porte. J'étais sur le point de mourir, j'étais tellement fatigué. Beaucoup de gens au centre prenaient le tour de nuit parce qu'ils disaient que c'était là que se produisaient les appels les plus intéressants. Pour ma part, je gérais généralement les appels les plus simples. Je suppose qu'on pourrait les appeler comme ça. Et j'aimais mon travail de cette façon. Kaden a pris son café sur son bureau, a pris une gorgée et est sorti du centre. J'ai soupiré, mis les écouteurs et attendu. Dès que j'ai entendu le téléphone, je l'ai immédiatement décroché et répondu « 911, quelle est votre urgence ?»« La patte de mon chien est coincée dans la clôture et il saigne beaucoup. Ça sonnait comme un enfant, peut-être de 7 ou 8 ans. Je ne sais pas qui appeler, » m'a dit l'enfant en sanglotant. Je lui ai demandé son adresse qu'il m'a donnée et nous avons tout arrangé. Bientôt, le chien a été sauvé et je suppose que tout allait bien. Environ 30 minutes plus tard, j'ai reçu un autre appel. J'ai répondu comme d'habitude. « 911, quelle est votre urgence ?» J'ai entendu seulement le silence. « 911, ai-je dit, plus agacé cette fois. Quelle est votre urgence ?» La voix de l'autre côté a chuchoté au téléphone et a répondu « Trop tard », puis a raccroché. Quelques secondes après cet appel, j'ai reçu un autre appel. Tout. Ce que j'ai entendu, ce sont des cris suivis d'un bruit de coupe fort, puis le silence. J'ai retenu ma respiration, espérant que ce n'était qu'une blague, mais je ne le pense pas. J'ai allumé l'ordinateur pour tracer l'appel. Finalement, je l'ai fait et j'ai découvert qu'il venait d'une forêt isolée au Colorado. Nous avons envoyé quelques officiers pour enquêter. Ce qu'ils ont trouvé était terrifiant. Il y avait un chien avec toutes ses pattes coupées et un petit garçon empalé sur un bâton. Quand ils m'ont raconté cela, je crois que j'ai presque fait pipi dans mon pantalon. En apprenant tout cela, j'ai pensé à l'appel précédent, l'enfant et son chien. Un jour s'est écoulé après l'incident et je suis chez moi. J'ai appelé pour me déclarer malade, ce que je ne fais jamais, pour assimiler tout ce qui s'était passé la veille. Toutes mes pensées me frappaient comme un tsunami. Je ne sais pas si c'était le même enfant de l'appel, qui l'a tué, pourquoi le meurtrier a fait cela. Je ne sais pas ce qui s'est passé et je ne le sais toujours pas. Quelques jours plus tard, je suis retourné au travail, espérant que tout redeviendrait normal. Et bien sûr, ce n'était pas le cas. J'ai reçu un appel dès que je me suis assis et j'ai mis les écouteurs. Bien sûr, j'ai répondu comme toujours. « 911, quelle est votre urgence ?» Mon bébé s'étouffe. « Quelle est votre adresse ?» Je pouvais entendre des sanglots et de la toux en arrière-plan. « Mon adresse est 107 Oak Boulevard. »« Nous serons là sous peu, madame. » J'ai informé les ambulanciers et ils se sont dirigés immédiatement. J'ai reçu un autre appel environ 45 minutes plus tard. « 911, quelle est votre urgence ?»« Trop tard, » a répondu l'homme avant de raccrocher. J'ai tracé l'appel une fois de plus. Il venait d'une autre forêt au Colorado. Nous avons envoyé une autre patrouille de police pour enquêter et ils ont trouvé quelque chose de terrifiant. Un bébé dans sa chaise haute, mort, avec du sang sortant de sa bouche et d'autres détails horribles, ainsi qu'une femme âgée avec les poignets coupés. J'ai démissionné de mon travail le lendemain et commencé à travailler ailleurs. J'ai été marqué par mon expérience en tant que répartiteur du 911 et je veux partager mes histoires sur cette chaîne. Laisse-moi te dire, si tu décides de devenir répartiteur du 911 et que tu lis ceci, s'il te plaît, reconsidère. « 911, quelle est votre urgence ?»« Oui, bonjour, ça va sembler un peu étrange, mais il y a un homme qui titube en cercle dans mon jardin de devant. Pourriez-vous répéter cela, monsieur ? Il semble malade ou perdu ou ivre ou quelque chose comme ça. » Je me suis réveillé pour prendre un verre d'eau et j'ai entendu la neige crisser sous ma fenêtre de devant. Alors j'ai regardé dehors.
Je le regarde en ce moment, il est à environ 10 mètres de ma fenêtre. Quelque chose ne va pas. Quelle est votre adresse, monsieur ? 1617, Quarry Lane, à Pigney-la-Passe. Je vais envoyer une voiture de patrouille, mais c'est assez loin. Êtes-vous seul chez vous, monsieur ? Oui, je suis seul. Pouvez-vous confirmer que toutes vos portes et fenêtres sont verrouillées ? Restez en ligne avec moi. Je sais que ma porte d'entrée est bien verrouillée, mais je vais vérifier ma porte arrière à nouveau rapidement. J'apprécie votre aide, d'ailleurs. Je sais que c'est un peu étrange, mais j'espère vraiment que... Monsieur, êtes-vous toujours là ? Il est toujours dans le jardin, mais il estimated. Il est à l'envers. Monsieur, restez en ligne avec moi. Que se passe-t-il ? Il me regarde fixement, mais il estimated. Il est debout sur ses mains maintenant. Il est parfaitement immobile, me regardant directement. Il fait le poirier et il me sourit, mais il ne bouge pas. Il fait le poirier. Monsieur, je ne sais pas comment il... Oui, il me regarde et est debout sur ses mains. Et il a un énorme sourire et il est parfaitement immobile. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un ici maintenant. Monsieur, j'ai besoin que vous restiez calme. J'ai envoyé un appel et un officier est en route. Ces dents sont si grandes. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider ? Monsieur, je veux que vous essayiez de le garder en vue, mais assurez-vous que la porte arrière est bien verrouillée à nouveau. Nous devons nous assurer que tous les accès possibles sont sécurisés. Pouvez-vous me guider et confirmer que votre porte arrière est verrouillée ? D'accord, je marche en arrière maintenant et je le garde en vue. Ma main est sur la poignée de la porte arrière maintenant, elle est verrouillée. J'ai besoin de vérifier le verrou, alors je vais détourner les yeux de lui une seconde. D'accord, monsieur, l'aide est en route. Restez en ligne avec moi, tout va bien se passer. Monsieur, êtes-vous toujours là ? Son visage est collé à la vitre. Monsieur, j'ai besoin que vous parliez plus fort. Que se passe-t-il ? J'ai détourné les yeux une seconde et maintenant son visage estimated est pressé contre ma fenêtre de devant. Ses dents sont énormes et il continue de sourire. Il n'y a pas de couleur dans ses yeux. Mon Dieu, pourquoi ne s'arrête-t-il pas ? Monsieur, j'ai besoin que vous alliez dans la pièce la plus proche et que vous vous enfermiez. Avez-vous un sous-sol ou une chambre où vous pouvez vous enfermer ? J'aimerais qu'il arrête de me regarder, il va me faire du mal. Monsieur, j'ai besoin que vous m'écoutiez. Enfermez-vous dans un endroit sûr jusqu'à ce que l'officier arrive chez vous. Pouvez-vous m'entendre ? Oui, je vais m'enfermer dans ma chambre. Et vous êtes sûr que vous êtes seul dans la maison, n'est-ce pas ? Oui, je suis seul dans la maison. Attendez une minute, il bouge, il secoue la tête. Il me dit que non, il peut nous entendre. Il me dit que je ne suis pas seul. Monsieur, êtes-vous toujours là ? J'ai entendu un bruit fort. Tout va bien, monsieur ? Oui, désolé. Juste très effrayé. Il est toujours là, se déplaçant lentement en arrière, s'éloignant de la fenêtre. Mais il continue de sourire, et maintenant il montre quelque chose dans ma maison. D'accord, monsieur, l'aide est en route. Restez simplement dans un endroit sûr. Êtes-vous dans une pièce sécurisée ? Oui, je suis dans ma chambre avec la porte verrouillée. Je peux entendre ses pas dehors. Oh mon Dieu, il essaie d'ouvrir la porte arrière. Monsieur, restez calme. Les officiers arrivent dans quelques minutes. Pouvez-vous vous déplacer vers un endroit plus sûr, comme un placard ou un sous-sol ? Oui, il y a un placard dans ma chambre. Je vais y entrer maintenant. Il frappe la porte arrière avec plus de force. Pourquoi personne n'arrive ? La police est presque là, monsieur. Restez caché et gardez votre calme. Pouvez-vous entendre s'il est à l'intérieur de la maison ? Respiration haletante. Je pense qu'il a réussi à ouvrir la porte arrière. Je peux entendre ses pas dans le couloir. Oh mon Dieu, il va me trouver. Monsieur, restez caché et silencieux. La police arrivera à tout moment. Ne faites aucun bruit, chuchotant. Il est devant ma chambre. Je peux entendre sa respiration lourde. Il rit doucement. Monsieur, restez calme. Les officiers sont à quelques secondes d'arriver. Ne bougez pas et ne faites aucun bruit. Il ouvre la porte de ma chambre. Bruit de porte qui s'ouvre. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Monsieur, la police entre chez vous maintenant. Restez caché et silencieux. On entend des bruits de porte qui s'ouvrent et des pas précipités. Police, mains en l'air, ne bougez pas. Silence pendant quelques secondes. Monsieur, êtes-vous toujours là ? Respiration tremblante. Oui, je suis là. Est-ce que c'est sûr ? Oui, monsieur. Les officiers ont l'intrus en garde à vue. Vous pouvez sortir de votre cachette. Dieu merci. Je sors du placard maintenant. Merci beaucoup. De rien, monsieur.
Les officiers seront avec vous dans un moment pour s'assurer que tout va bien. Bon travail pour être resté en sécurité. » Après avoir raccroché l'appel, je suis resté assis à mon bureau, en train de traiter ce qui venait de se passer. Je savais que cet incident resterait avec moi pendant longtemps. Être répartiteur du 911 est un travail plein d'émotions intenses, et des nuits comme celle-ci me rappelaient pourquoi c'était si important. Cette nuit-là, quand je suis rentré chez moi, je me suis assuré que toutes mes portes et fenêtres étaient bien verrouillées. Les pensées de l'homme faisant le poirier et souriant me hantaient pendant longtemps. Je savais que la police avait arrêté quelqu'un, mais la sensation d'inquiétude ne disparaissait pas facilement. Les appels les plus difficiles que nous recevons en tant qu'opérateurs du 911 sont ceux d'un enfant dans une école locale faisant une menace de bombe ou disant qu'il va tirer sur quelqu'un. 9 fois sur 10, ces appels ne sont que des blagues et se terminent par un adolescent recevant une sévère réprimande, puis étant suspendu de l'école pendant quelques jours. Je ne passais déjà pas une bonne journée avant l'appel, alors quand je l'ai reçu et qu'il n'y avait pas d'information de traçage, j'ai supposé que c'était une blague avant même que la conversation commence. « Quelle est votre urgence ?» ai-je demandé sans ouvrir mon bureau. Je l'admets, je n'étais pas en alerte pour le danger. Je suis dans une école et quelqu'un ici essaie de me tuer, moi et mes camarades de classe, m'a dit une voix timide. J'ai cru entendre des rires en fond. D'accord. Et comment s'appelle l'école où vous êtes ? Ai-je demandé en me penchant pour attraper un bagel dans mon tiroir à collation. Mon attention était à des millions de kilomètres. Je ne sais pas, ont-ils admis. J'ai fait de mon mieux pour lever les yeux au ciel. Vous ne savez pas ? Eh bien, comment êtes-vous arrivé à l'école ? Ai-je demandé. Je me suis réveillé ici. Je crois qu'on m'a drogué. L'école semble en grande partie abandonnée, ont-ils dit. Et vous avez simplement trouvé un téléphone qui fonctionne ? Ai-je dit sceptique. Leur histoire ne collait pas. Je l'ai trouvé sur le cadavre de notre professeur. Ils ont essayé de se battre et celui ou ceux qui nous retiennent ici les ont tués, m'a dit l'enfant. Votre professeur a aussi été enlevé ? Ai-je demandé. Oui, s'il vous plaît. Pouvez-vous envoyer de l'aide ? Ont-ils demandé. J'ai pris des notes et leur ai demandé de décrire leur environnement. Tout. Ce que je sais, c'est que je suis dans un gymnase et que les fenêtres et les portes sont bloquées. Comme je l'ai dit, l'école semble si vieille, il y a de la poussière et des toiles d'araignée partout, m'ont-ils dit. Je leur ai demandé un nom et ils m'ont dit qu'il s'appelait Walter. J'ai décidé que, comme la journée était assez calme, j'allais jouer le jeu et j'ai demandé à Walter s'il pouvait sortir du gymnase. Seulement au sous-sol, je me suis faufilé pour utiliser les toilettes et faire cet appel. J'ai peur que ce psychopathe découvre que j'ai ce téléphone et me fasse du mal. « Attends, quelqu'un vient », ont-ils répondu. J'ai fait une pause une seconde en écoutant des bruits de la porte des toilettes. Au début, j'ai supposé que c'était juste un enseignant venant voir pourquoi cet enfant prenait autant de temps aux toilettes. Puis j'ai entendu ceux qui ressemblaient à une bagarre. Le téléphone est tombé et j'ai entendu un cri. Soudainement, je n'étais plus sûr que ce soit une blague, mais je n'ai toujours pas agi. Il y a eu de nombreuses fois où des enfants sont allés beaucoup plus loin que cela pour obtenir un bon rire. La ligne téléphonique est restée silencieuse pendant quelques instants et j'ai osé appeler Walter. Puis une nouvelle voix, un homme plus âgé, a pris le téléphone. « Tout va bien, officier. » Walter a réussi à s'infiltrer dans mon bureau et à prendre mon téléphone. Ma faute de ne pas avoir fait attention et de ne pas l'avoir gardé verrouillé, ont-ils dit. Mais quelque chose au fond de moi m'a dit que je ne pouvais pas laisser passer ça. Juste pour nos dossiers, nous aurons besoin d'un peu plus d'informations avant que vous ne partiez, monsieur, ai-je dit. Je voulais sonner comme si j'avais l'autorité d'entrer et de défoncer leurs portes. Mais la vérité est que je n'avais aucune idée d'où ils étaient. Certainement, je suis monsieur Brown. Je suis un remplaçant à l'école primaire aujourd'hui. Les derniers jours d'école sont si agités, ont-ils dit. Puis ils ont raccroché le téléphone. J'ai mordu mon stylo en essayant de décider si je croyais à sa réponse. Je me suis levé et je suis allé dans la salle d'enregistrement et je leur ai demandé de reproduire l'audio. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour vérifier les choses aujourd'hui. Est-ce urgent ? M'a demandé mon collègue Tom. Je lui ai raconté la situation et ils ont reproduit les bandes, tous essayant de déterminer l'emplacement que Walter mentionnait. Cela pourrait être le vieux lycée de l'autre côté de la rivière, a demandé mon superviseur. Juste pour être sûr, nous avons envoyé des patrouilles à l'école primaire aussi. J'espérais entendre quelque chose de la part de la patrouille,
espérant que ma première supposition sur le fait que c'était une blague soit correcte. Je ne voulais pas que les enfants soient blessés. La première école primaire nous a dit que tout allait bien, mais qu'il n'y avait pas de remplaçant aujourd'hui. Il en fut de même pour les 2 autres écoles primaires de la région. Nous avons finalement fouillé le lycée. J'ai appelé la patrouille et écouté pendant qu'ils perquisitionnaient l'ancien bâtiment. Cet endroit est si effrayant, Tom. Il n'y a littéralement personne ici, ont-ils dit. Je me suis senti un peu soulagé, mais aussi frustré. La blague avait été complexe et une fois de plus, nos ressources avaient été gaspillées. « Attendez, je crois qu'il y a un sous-sol », a dit la patrouille. J'ai retenu mon souffle. Puis j'ai entendu une explosion. J'ai lâché le téléphone et me suis agrippé les cheveux en essayant de ne pas paniquer. Est-ce que mon collègue venait de mourir? La ligne d'urgence a rappelé. « Quelle est votre urgence ?» ai-je dit en essayant de paraître calme. J'étais tellement anxieux de rappeler la patrouille et de m'assurer que tout allait bien. « Bonjour, c'est encore Walter. Je sais où je suis. »« Quoi? La vieille école? Il y a eu une explosion ?» ai-je demandé. « Non, rien de tout cela ne s'est passé ici. Je me suis trompé. Ce n'est pas une école. C'est un théâtre. Et ils viennent de tuer un de mes amis, ont-ils dit. » J'ai appelé un autre officier de patrouille pour lui donner l'information et j'ai dit à Walter qu'il devait être transféré à un autre opérateur. Je ne pouvais pas me concentrer en réalisant que la vieille école était un piège. Quand j'ai contacté les patrouilleurs là-bas, ils m'ont donné les mauvaises nouvelles. Le sous-sol était rempli d'explosifs. 2 de mes collègues étaient morts. Un trou s'est formé dans mon estomac en écoutant par le talkie-walkie que la patrouille arrivait au théâtre où Walter affirmait qu'ils étaient retenus. « Cette propriété a-t-elle un sous-sol » ai-je demandé. « Oui, les plans disent que oui. Tu crois que les enfants sont là ?»« Non, je crois que c'est un piège. Cet endroit explosera si quelqu'un descend, » ai-je dit. Il y eut une petite discussion sur ce qu'il fallait faire lorsque Walter a rappelé. « Hé, ton équipe arrive ?» Un autre de mes amis a reçu une balle. Le ton de Walter était différent. Il sonnait plus vieux. « Puis-je parler à ton professeur, la personne qui te retient ?» ai-je demandé. « Non, il ne sait pas que j'ai de nouveau ce téléphone. Je suis sur le toit. Je peux voir la tour d'eau. Je crois que je suis près des vieilles voies ferrées, m'ont-ils dit. Et je crois que tu mens. Tu as envoyé mon équipe à 2 endroits différents et tu as failli les tuer tous, ai-je dit calmement. « Non, s'il te plaît, tu dois m'aider, » a dit Walter. C'était étrange comment son ton changeait. « Walter, peux-tu me faire une faveur et augmenter le volume de ton téléphone ?» ai-je demandé. J'ai écouté puis raccroché et couru à la salle d'audio. « Augmentez les 10 dernières secondes, » leur ai-je dit. Nous avons écouté des avions et j'ai immédiatement su que Walter et ses amis étaient là. J'ai appelé la patrouille pour qu'ils s'éloignent du théâtre. Heureusement, ils n'ont pas déclenché l'explosion. Nous avons tous retenu notre souffle pendant qu'ils arrivaient à l'aéroport. Au début, ils n'ont rien trouvé, mais ensuite la patrouille a signalé qu'il y avait un bus avec le chauffeur et l'enseignant mort. « Mon Dieu, et où sont les enfants ?» ai-je demandé désespérément. Ils ont fouillé les entrepôts. Puis ils ont trouvé un des enfants attaché à côté d'un vieil avion de la Seconde Guerre mondiale. J'ai essayé de les arrêter. Je leur ai dit que c'était trop, ont-ils dit. J'écoutais la conversation, mais je ne comprenais pas ce que cela signifiait. « Qui fait tout ça ?» ai-je entendu l'officier de patrouille demander. « Walter. Il essaie de nous tuer tous et autant de gens qu'il peut. J'ai entendu des coups de feu au loin. » Walter faisait sa dernière résistance. J'ai entendu qu'il lui criait de s'arrêter, mais cela n'a pas eu lieu. Il était clair qu'il voulait que les policiers le stoppent. Quand la poussière s'est dissipée, ils ont découvert qu'il avait pris sa classe en otage et placé plusieurs explosifs autour de la ville, tout cela parce qu'il sentait qu'on l'ignorait. Nous avons passé le reste de la semaine à trouver les explosifs. Les notes que nous avons trouvées sur son ordinateur portable disaient qu'il y en avait 5 autour de la ville. Nous n'en avons trouvé que 4, et c'est ce qui me terrifie le plus. Mes voisins continuent d'appeler le 911 à mon sujet. Au début, quand cela s'est produit, ma femme et moi étions en pleine dispute animée. Rien de grave, nous ne nous menacions pas ni rien de ce genre, mais quand les premiers intervenants sont arrivés pour voir si tout allait bien, tu peux parier que je me suis senti embarrassé. Meredith, ma femme,
était sincèrement plus préoccupé par le fait que nous pourrions être amendés pour avoir causé du désordre dans le quartier que par la personne qui avait appelé le 911. Apparemment, c'était nous le problème ici, pas eux. La police nous a donné un avertissement sévère pour baisser le volume pendant que nous réglions nos problèmes. Apparemment, il y avait une ordonnance sur le bruit dont nous ne savions rien. Meredith et moi avons poliment et calmement accepté d'écouter, et dès que la police est partie, ma femme m'a dit qu'elle devait découvrir lequel de nos voisins avait un problème avec notre petite dispute. À ce moment-là, nous avions déjà oublié de quoi nous nous disputions. Maintenant, nous avions un ennemi commun. Ce voisin qui pensait apparemment que nous perturbions la paix de notre communauté. Il n'était pas nécessaire d'être un scientifique pour se rendre compte que c'était probablement les voisins d'à côté. Nous n'avions pas été si bruyants, donc la maison en briques cosy, avec l'architecture des années 70, me disait que nos voisins étaient probablement un couple âgé qui pensait que tout bruit fort était une raison d'appeler la police. J'ai frappé à la porte, suis resté poli et me suis présenté. Nous avions emménagé seulement 1 mois auparavant et ne connaissions vraiment personne encore. J'apprécie vraiment votre inquiétude plus tôt, mais il n'était pas nécessaire d'appeler le 911. Tout va bien, nous allons bien. L'homme à qui j'ai parlé s'appelait Arthur, et, apparemment, lui et sa femme Betsy s'occupaient de leur plus jeune petit-fils, Ellie. L'attitude d'Arthur me laissait entendre qu'il pensait que nous étions une nuisance, et je n'étais pas sûr que mon attitude calme change son opinion, et ce ne fut pas le cas. Moins de 2 semaines plus tard, je sortais de chez moi pour aller travailler quand j'ai été arrêté par un autre officier qui m'a dit qu'ils avaient reçu un autre appel à notre sujet. Apparemment, il y a eu un rapport selon lequel quelqu'un utilisait une arme à feu à proximité, a dit l'officier. Je me suis rendu compte qu'Arthur appelait par dépit à nouveau. Je me suis excusé autant que je pouvais pour éviter une amende et suis allé parler à mon voisin. La prochaine fois, s'il vous plaît, avant d'appeler le 911, appelez-moi et nous gérerons cela décemment, lui ai-je dit. Cette fois, il a feint l'innocence et a dit que c'était sa femme qui l'avait fait. Je lui ai demandé de lui passer le message, mais cela ne s'est pas produit. Au lieu de cela, 1 semaine plus tard, il y a eu un autre chaos où ils ont appelé le 911 pensant qu'il y avait un problème. Je ne me souviens même plus de quel problème il s'agissait, pour être honnête, et cette fois j'ai essayé de raisonner avec les officiers et de leur dire que j'étais harcelé. Je paie mes impôts, je maintiens mon jardin propre, je n'ai pas de problème avec aucun autre voisin, seulement avec eux, ai-je dit. Bien sûr, ils ont dit que je devais aller au centre-ville pour déposer une plainte officielle, mais je doutais que cela mette fin à ce comportement. La prochaine fois que j'ai vu Betsy, je l'ai confrontée et lui ai demandé pourquoi ils appelaient constamment le 911. Écoutez, je comprends que nous avons commencé du mauvais pied ici. Je suppose que nous aurions pu être de meilleurs voisins, mais ce que vous faites est tout simplement horrible. Si vous ne cessez pas, je déposerai une plainte, lui ai-je dit. Cette fois, elle a blâmé son mari, affirmant qu'elle ne savait rien à ce sujet. Je détestais le fait qu'ils se rejetaient simplement la faute l'un sur l'autre. Puis, un après-midi, j'ai vu Ellie sortir du garage pour sortir les poubelles, et j'ai décidé que peut-être la meilleure façon de résoudre ce problème était simplement d'être amical. « Tu rends visite à tes grands-parents à nouveau ?» ai-je demandé gentiment. Il était là assez souvent. Il a détourné le regard et est rentré en courant sans se donner la peine de répondre. Son comportement étrange m'a déconcerté et j'ai demandé à Meredith si elle avait déjà vu les parents d'Ellie. Je suppose juste que le couple âgé s'occupe de lui. Peut-être que quelque chose de terrible leur est arrivé et ce sont les seuls qui lui restent, m'a dit Meredith. La prochaine fois que je l'ai vu, je savais que la première chose que je voulais lui demander concernait les appels au 911. Tes grands-parents nous ont beaucoup dérangés. Je ne suis pas sûr de leur objectif, mais si cela continue, ils pourraient avoir de gros problèmes, l'ai-je averti. Cela a eu un effet parce que ses yeux se sont ouverts grands et inquiets, et il a admis que c'était lui qui appelait le 911 à chaque fois. Il a affirmé qu'il le faisait par ennui, et comme il semblait si effrayé, je ne l'ai pas grondé. J'ai supposé que, comme j'avais résolu ce mystère, cela signifiait qu'Ellie arrêterait de faire cette blague. Cependant, pour être sûr, quand j'ai vu Arthur le lendemain, je me suis excusé. Peut-être devrais-tu donner une sévère réprimande à ce petit-fils. Le 911 n'est pas un jouet pour enfants. Le vieil homme a semblé vraiment surpris que ce soit Ellie et m'a promis qu'il s'en occuperait. Je n'ai plus reçu d'appels téléphoniques ni de visites inattendues de la police après cela, et pendant un certain temps, j'ai pensé que c'était une bonne chose, jusqu'à ce que Meredith souligne l'évidence.
Depuis que tu t'es plaint d'Ellie, je ne l'ai pas vue, a-t-elle dit. J'ai prêté plus d'attention à nos voisins après cela pendant les jours suivants et j'ai réalisé qu'elle avait raison. Ellie n'était nulle part en vue. Je me suis dit qu'il y avait une variété de raisons pour lesquelles Ellie n'était pas dehors ou visible, mais aucune n'avait de sens. Finalement, j'ai fait quelque chose que je ne m'attendais pas à faire, et j'ai vraiment appelé le 911 pour Arthur et Betsy. C'était étrange, vu notre relation difficile, mais je suis content de l'avoir fait. J'ai observé depuis notre fenêtre avant pendant que la police leur posait des questions puis procédait à fouiller la maison. Le couple âgé avait encore menti parce que, environ 5 minutes plus tard, j'ai vu qu'il sortait Ellie sur une civière. Tout son visage était couvert de contusions où il était évident qu'ils l'avaient frappé. J'ai crié et couru dehors pour poser rapidement des questions dont je n'étais pas sûr de vouloir connaître les réponses. Ellie a tenté de se suicider, ont affirmé les officiers, et apparemment c'était lui qui appelait le 911 toutes ces fois. C'était un cri de détresse d'un jeune garçon qui ne voulait pas être pris par ses grands-parents. Arthur et Betsy le frappaient, le laissaient sans nourriture, et apparemment ne le gardaient que pour l'argent qu'il recevait de la pension alimentaire. La police soupçonnait même que les deux étaient responsables de la mort des parents d'Ellie. Je suis allé lui rendre visite à l'hôpital, content de voir qu'il se remettait. Il s'est beaucoup excusé, ce que je suppose qu'il faisait beaucoup pour ses grands-parents. Je lui ai dit que tout allait bien, mais que peut-être la prochaine fois, il devrait essayer d'obtenir de l'aide pour lui-même au lieu de faire des blagues. J'avais confiance que les docteurs et les infirmières prendraient soin d'Ellie pendant que je rentrais chez moi pour m'assurer que les voisins aussi soient pris en charge. En rentrant chez moi, j'ai reçu un appel du service de répartition. Pour une raison quelconque, Meredith appelait le 911, m'ont-ils dit. Apparemment, le rapport disait qu'elle était menacée par nos voisins avec une arme à feu. Nous ne prévoyons pas d'y aller cette fois car il n'y a pas de menace, m'a dit le répartiteur. Dès que j'ai entendu cela, j'ai accéléré vers la maison. Quand je l'ai trouvée morte dans la maison avec une balle dans la tête, elle haletait encore. J'ai essayé d'appeler le 911 au moins 10 fois, mais ils reconnaissèrent le numéro et ne croyèrent pas que c'était autre chose qu'une automutilation. Ils ne sont pas venus et j'ai tout perdu. J'ai vécu chez moi pendant mes années universitaires, travaillant à temps partiel dans divers emplois pour aider à payer les frais de scolarité et contribuer aux factures ménagères, ainsi que pour acheter ma propre voiture. L'école où j'étudiais n'était qu'à 10 minutes en bus de chez moi, donc je n'avais aucune raison de déménager, du moins pas avant d'obtenir mon diplôme et de pouvoir subvenir à mes besoins. Pourquoi est-ce que je mentionne cela ? Parce que vivre chez moi pendant mes études universitaires signifiait que je n'ai jamais eu à faire face à un colocataire fou, contrairement à la pauvre jeune fille qui a passé cet appel au 911 le 23 avril 1985. Cela sert de rappel sombre que l'on ne sait jamais vraiment avec qui l'on pourrait finir par partager un espace de vie précieux ou si la personne est un véritable psychopathe. 911, quelle est votre urgence ? Il y a quelque chose d'étrange avec ma colocataire. Est-elle malade ou blessée ? Non, mais elle va probablement blesser quelqu'un d'autre si vous ne l'arrêtez pas. De quoi parlez-vous ? Elle est folle, complètement cinglée. Elle a transformé mon premier semestre universitaire en un film d'horreur et maintenant elle a disparu, faisant Dieu sait quoi. Vous devez l'arrêter. Mademoiselle, calmez-vous. Quel est le nom de votre colocataire ? C'est. Très bien. Vous dites qu'elle a disparu, quand l'avez-vous vue pour la dernière fois ? Hier matin. Alors, ce n'est pas il y a très longtemps. Avez-vous essayé de contacter sa famille ou ses amis ? Y a-t-il quelqu'un qui pourrait savoir où elle se trouve ? Non, je ne sais pas comment contacter sa famille. Je ne sais presque rien d'eux, ni d'elle. Depuis combien de temps êtes-vous colocataire ? Depuis seulement septembre. Nous sommes toutes deux étudiantes à telle école de telle ville. Le nom de l'école, pour des raisons évidentes, ne sera pas mentionné. Je suppose que vous avez toutes deux des emplois du temps chargés, n'est-ce pas ? Oui, et alors ? Vous passez parfois quelques jours sans vous voir ? Eh bien, oui. Alors, pourquoi dites-vous qu'elle a disparu ? Elle a laissé une note. Une note ? Oui, elle disait qu'elle partait pour quelques jours et que je devais rester hors de sa chambre. Ah bon ? Il y a une odeur vraiment désagréable qui vient de là. J'ai peur d'entrer. J'ai peur de ce que je pourrais trouver. Pensez-vous que votre colocataire est parti volontairement ?
Oui, mais il faut la retrouver avant qu'il n'arrive quelque chose de terrible. Pensez-vous que votre colocataire est un danger pour elle-même ou pour les autres? Oui, et même si elle n'était pas folle, je serais encore inquiète. Nous avons des examens bientôt et elle prend ses études au sérieux. De plus, elle a laissé son portefeuille et son téléphone, et tous les couteaux les plus aiguisés de la cuisine ont disparu. Pensez-vous qu'elle les a volés? Je n'en douterai pas. Très bien. Pouvez-vous me parler un peu plus de votre colocataire? Que dire? Elle est très réservée. Je sais qu'elle vient d'une autre ville et qu'elle a passé du temps dans un hôpital psychiatrique pendant son adolescence. A-t-elle des antécédents de maladie mentale? Eh bien, ça, je ne peux pas le dire avec certitude. Je ne sais pas si elle est mentalement malade. Je suis assez sûr qu'elle est juste sociopathe. Est-ce que c'est une maladie mentale? Je ne sais pas, ma chère. Peu importe, trouvez juste ma colocataire, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre adresse. Je vais également omettre l'emplacement pour des raisons de sécurité. Merci. J'envoie un officier pour vous parler. Il prendra toutes les informations que vous pourriez avoir et inspectera votre lieu. Non, vous devez envoyer quelqu'un pour la chercher, pas pour moi. C'est la procédure standard. Faites-moi confiance. Tout va bien se passer. Vous ne pouvez pas promettre cela. Restez calme, ma chère. Restez en ligne avec moi, d'accord? D'accord. Un silence prolongé pendant lequel on entend la plante pleurer doucement. Tu vas bien, ma petite? J'espère presque qu'ils ne la retrouveront pas. Que voulez-vous dire? Je ne veux pas la revoir. Je ne veux pas qu'elle soit près de moi. J'ai besoin que tu te calmes. J'ai peur. Je sais, ma chérie. Je comprends, mais tu vas aller bien. Ce n'est pas la première fois que, nom de la colocataire, fait quelque chose comme ça. Vraiment? Non. Que s'est-il passé? Il y a environ un mois, elle a disparu pendant le week-end. Ah bon? Elle ne m'a pas dit où elle allait, mais elle a fait ses bagages, alors j'ai supposé qu'elle allait rendre visite à sa famille. Ah bon? J'étais malade et cloué au lit pendant 2 jours, donc je me serais rendu compte si elle revenait. Elle n'est pas revenue. Ah bon? Je n'ai eu aucune nouvelle d'elle pendant tout ce temps. Cela ne m'a pas beaucoup surprise, car nous ne parlons pas beaucoup, même quand nous sommes toutes les deux à la maison. Est-ce que quelque chose est arrivé? Je crois que oui. Elle est revenue très tôt lundi matin et elle avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas dormi du tout. Elle était couverte de boue et de sang. Pardon? Du sang? Oui. Elle a dit que c'était son sang et qu'elle avait eu un accident de voiture. Elle s'était endormie au volant et avait percuté une fosse de front. Au lieu d'essayer de demander de l'aide, elle s'est traînée hors des débris et a marché le reste du chemin jusqu'à la maison. Est-elle allée à l'hôpital? Oui, je l'ai emmenée. En chemin, elle agissait très bizarrement et balbutiait des incohérences à propos d'un incendie et d'hommes parlant des langues inconnues. C'était étrange. Que s'est-il passé ensuite? Je pensais qu'elle avait une commotion cérébrale, mais le médecin de l'hôpital n'a trouvé aucun signe de blessure à la tête. Nom de la colocataire, avait un bras cassé et 4 côtes fracturées, mais à part cela, elle était en assez bon état pour quelqu'un qui avait eu un accident aussi grave. Ah bon? Après l'accident de voiture, cela n'a fait qu'empirer. Je veux dire, elle a toujours été bizarre, mais maintenant je ne me sentais pas en sécurité en vivant sous le même toit qu'elle. Qu'a-t-elle fait pour que tu te sentes menacée? Elle a commencé à marcher dans son sommeil. Elle déambulait dans notre chambre en cercle, murmurant comment elle allait aller en enfer et comment les démons venaient pour elle. Parfois, on aurait dit qu'elle priait, mais je ne reconnaissais pas la langue. Je vois. J'ai commencé à trouver des mouches mortes partout, amassées sur les rebords de fenêtres et noyées dans les toilettes, et une fois, j'ai trouvé un rat mort dans mon lit. Il était étripé et exsangue. Je déteste les rongeurs, c'était répugnant. Et tu penses que ta colocataire est responsable de tout ça? Oui? Tu en es sûr? Écoute, ça semble stupide, mais il n'y a pas d'autre explication, du moins aucune qui me vienne à l'esprit. Tiens bon, ma petite. On entend des sirènes au loin. Je les entends. Bien. On n'entendait pas, il semble que la plante se déplace. Je dois voir ce qu'il y a dans la chambre. Tu n'as pas à le faire, reste où tu es, d'accord? Non, je dois le voir. Et si c'est... On entend une porte s'ouvrir, la plante crie et l'appel se termine brusquement. Allô? Tu es là? Que se passe-t-il? La police a trouvé la plante enfermée dans la salle de bain, pleurant et bouleversée.
Il leur a fallu presque 1 heure pour la calmer et la convaincre de les accompagner au commissariat. Dans la chambre, ils ont trouvé des rats morts à différents stades de décomposition, des tas de mouches mortes et un corps humain carbonisé. Il a été identifié plus tard comme celui d'une femme âgée qui avait disparu à peu près en même temps que la colocataire de la plante. Ils n'ont pas pu déterminer la cause de la mort. Quant à la colocataire, elle a été retrouvée 1 mois plus tard pendue à un arbre au fond des bois. Des chasseurs l'ont trouvée par hasard. Elle avait laissé une longue note de suicide délirante qui ne faisait que soulever plus de questions que de réponses. Elle était morte le jour même de sa disparition. La police n'a jamais retrouvé les couteaux manquants ni découvert pourquoi elle les avait emportés. Autant que je sache, le meurtre de la femme âgée reste non résolu à ce jour. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de la plante, mais j'espère qu'elle a pu se remettre du traumatisme d'une expérience aussi horrifiante. J'espère aussi que son nouveau colocataire était beaucoup plus facile à vivre que l'ancien. Cette histoire est un rappel clair de l'imprévisibilité de la vie, en particulier lorsqu'on partage un espace de vie avec quelqu'un d'autre. La plante, qui cherchait simplement à obtenir une éducation et à vivre sa vie, s'est retrouvée piégée dans un cauchemar qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Sa colocataire, qui semblait avoir des antécédents de problèmes mentaux non traités, est devenue une menace pour elle-même et pour les autres. L'importance de prêter attention aux signaux d'alarme ne peut être sous-estimée. Les comportements étranges et alarmants, comme le somnambulisme, les conversations incohérentes et les actes de violence envers les animaux, doivent être pris au sérieux. Dans ce cas, malheureusement, aucune mesure n'a été prise avant qu'il ne soit trop tard. L'intervention précoce dans les CA de santé mentale est cruciale. Si la colocataire avait reçu l'aide dont elle avait manifestement besoin, il est possible que cette tragédie aurait pu être évitée. De plus, cela souligne l'importance de disposer de systèmes de soutien efficaces dans les campus universitaires et les communautés en général pour aider à identifier et traiter les problèmes de santé mentale avant qu'ils ne deviennent dangereux. Enfin, cette histoire met en lumière l'importance d'écouter et d'agir lorsque quelqu'un exprime de la peur ou des inquiétudes pour sa sécurité. L'appelante a fait ce qu'il fallait en contactant les autorités, et bien que la situation ait été extrême, ses actions ont peut-être sauvé sa propre vie. J'espère que la plante a trouvé la paix et a pu aller de l'avant avec sa vie après une expérience aussi traumatisante. Les cicatrices émotionnelles d'une telle expérience peuvent durer toute une vie, mais avec le soutien approprié, il est possible de guérir et de trouver un chemin vers l'avenir.